Great. Well, I think we can go ahead and get started. So good morning, good afternoon, good evening. Commencer. Bon, bonjour à tout le monde, d'où que vous nous écoutiez, et bienvenue à cette troisième session de série Écoute et Apprentissage. Avant de passer le micro à mes collègues, j'ai quelques instructions pour vous. Tout d'abord, si vous voulez écouter le français, l'interprétation vers le français, sélectionnez Interprétation en bas de l'écran à droite, le petit globe, et sélectionnez français. Et puis également, nous allons avoir des questions et réponses. Donc, utilisez les Q et R pour poser vos questions. Si vous voulez parler, eh bien, vous pouvez lever la main. Et enfin, il y a le chat pour répondre aux questions et parler avec d'autres personnes. Il y a des gens qui ont déjà commencé à nous parler un peu dans le chat et là-dessus, je voudrais passer le micro à Jen qui vient de l'Institut pour les vaccins. Merci et bienvenue à tout le monde, comme je l'ai dit. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon d'où vous nous rejoignez. D'abord, un petit peu d'informations générales. Cette session est la troisième session de cette série et elle va continuer au moins jusqu'à la fin de l'année. Et l'idée est de souligner les retours qu'on a du terrain concernant le déploiement de vaccins contre le Covid. Et avant de commencer cette session, je voudrais souligner ce qu'on a appris de la dernière session qui portait sur le rôle des organisations de la société civile dans le déploiement du vaccin contre le COVID-19. Et vous pouvez également avoir accès au débat par un lien qui sera dans le chat. Et je suis très contente de parler des leçons apprises concernant la chaîne d'approvisionnement pour l'introduction du vaccin COVID-19, débattre des défis et des succès liés à la gestion du déploiement de plusieurs produits, plusieurs vaccins, et apprendre ce qu'il faudra faire pour parvenir à une distribution équitable du vaccin et vraiment comprendre comment savoir si les communautés se préparent. Nous aimerions vous poser quelques petites questions rapides pour savoir d'où vous venez, où vous êtes, ce que vous faites concernant le Covid, etc. Donc, tout d'abord, quels sont les défis qui se posent à vous? Le défi principal concernant la chaîne d'approvisionnement, les logistiques dans votre pays, non, des questions de sécurité nationale, de manque de personnel, manque de coordination, zones rurales non couvertes ou autres. Donc, voilà, quelques secondes de plus pour que tout le monde puisse répondre. Très bien, donc il semblerait que le pire soit les lacunes pour les zones rurales. Ensuite, il y a d'autres raisons. Ce serait bien qu'on sache ce que c'est. Et puis, les manques de personnel. Et ensuite, l'autre question, est-ce que vous participez à la distribution, la chaîne de distribution du vaccin de votre pays? Oui, non, je ne suis pas sûre. Et ensuite, est-ce que vous avez un plan de préparation au déploiement du vaccin? Si vous répondez à ces questions, ça nous aidera bien pour savoir qui est avec nous. Donc, est-ce que votre pays a un plan de préparation à la chaîne d'approvisionnement du vaccin? Oui, non, pas sûr. Je ne suis pas sûre.
quelques autres secondes et puis ensuite on parlera des résultats. C'est à peu près pareil entre oui et non pour la première question. Est-ce que vous participez au système de distribution, donc la chaîne d'approvisionnement de votre pays? Et puis, est-ce qu'il y a un plan de préparation à la fourniture de vaccins contre le COVID-19 dans votre pays? La plupart des gens ont répondu oui. Merci d'avoir répondu à ces questions. Ça nous sera très utile. Et puis maintenant, je voudrais donner la parole à Anouk qui doit mais avant ça, pardon, si vous avez des questions pour les panélistes, eh bien, utilisez la fonction Q&A, c'est QR en français. Et si vous voulez nous donner des commentaires, des idées, eh bien, après la discussion des panélistes, eh bien, nous pourrons vous donner la parole là-dessus. Eh bien, je vais donner la parole à Anko. Merci. Bonjour et merci de m'avoir donné la parole. Je vois beaucoup de visages connus, donc bienvenue à ce troisième épisode. Nous devons avoir un dialogue avec des experts pour savoir où nous en sommes concernant la distribution des vaccins. Mon co-animateur est Solimi Animagno qui fait partie de la Bruce Fellows Community. Il va m'aider à à diriger les débats. Et puis nos panélistes sont Marianne Zemer, Sarah et Dorothy. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bienvenue à cette session. Je vais commencer par Sarah. Je vais la présenter pour ceux qui ne savent pas. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici avec vous. Et je m'appelle Sarah Snydel et je travaille pour Child, l'initiative Clinton d'accès à la santé. Je travaille surtout sur l'introduction des nouveaux vaccins et la prestation de services. Et avant le Covid, eh bien, je travaillais sur l'introduction d'autres vaccins, par exemple le programme HPV, papillomavirus pour les filles, et puis également d'autres maladies comme la polio, la fièvre jaune, etc., surtout pour les enfants. Et depuis le début de la pandémie, je collabore avec l'initiative Clinton d'accès à la santé pour la fourniture de vaccins et comment se préparer à la distribution des vaccins. Et actuellement, eh bien, on essaie de régler les différents problèmes de cette introduction. Actuellement, je vis en Ouganda. Merci Sarah. Je suis jaloux des gens de Kampala actuellement. Maintenant, nous allons passer à Dorothée. Dorothée, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Vous n'avez pas mis votre micro. Ah, voilà. Dorothy Logedi. Je travaille au Kenya. J'ai fait du développement communautaire, des soins de santé, développement communautaire. Je travaille comme logisticienne du canton à Wendo dans le comté de Migori et je coordonne les activités d'immunisation dans le canton d'Awendo. Mariam maintenant, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je m'appelle Mariam Samir et je suis directrice principale et chef d'équipe du système de santé de Village Reach. Je suis à Seattle. Je me concentre sur l'amélioration et l'accès équitable aux soins de santé et au financement de la santé dans l'équipe des systèmes de santé de Village Reach. Et récemment, j'ai travaillé avec le gouvernement pakistanais
pour voir l'équité, réduire les risques et les coûts, améliorer l'équité. Et également, je travaille sur les techniques d'amélioration pour les chaînes d'approvisionnement, au-delà des structures administratives déjà établies dans les pays. Et également, j'ai appris à me servir de différents outils pour la chaîne d'approvisionnement. Du côté de l'équité, eh bien, j'essaie d'améliorer l'accès équitable aux soins de santé avec le Gavi et puis d'autres partenaires. Et actuellement, je travaille avec l'UNICEF sur le projet GSI pour utiliser l'équité dans la distribution des vaccins. Il y a autre chose que je fais, c'est que je, je m'occupe de certaines zones urbaines et également de zones rurales et également des endroits où la sécurité n'est pas optimale pour améliorer l'accès aux personnes qui ont besoin de services de santé. Merci beaucoup, Mariam. Il y a un certain nombre de problèmes qui se posent à nous et dont nous allons discuter dans notre série, et notamment les zones rurales et comment les atteindre. On pourrait parler de 1000 lieux différents, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour ça. Donc, nous allons commencer par vos expériences concernant le déploiement de le vaccin Covid dans vos pays. Quels sont les défis et également les expériences positives que vous avez eues dans votre pays? Quelles approches ont vraiment bien fonctionné? Je crois que je crois que ce qui a bien fonctionné, c'est que des pays s'adaptent aux changements, aux défis de la chaîne d'approvisionnement et ces pays ne dépendent pas forcément de partenaires pour régler les problèmes. Par exemple, beaucoup de pays ont reçu des vaccins avec une date d'expiration très proche et donc ils ont dû et ces pays savaient qu'ils devaient vacciner telle ou telle population d'abord, mais lorsqu'ils ont reçu les vaccins avec cette date d'expiration, eh bien, quelquefois, ils ont dû euh, euh, vacciner tout le monde, tous les gens qui se présentaient et non pas choisir les populations cibles. Et je pense que cette attitude a été tout à fait utile. Autre chose, c'est que nous avons un mécanisme global qui s'appelle COVAX pour la fourniture des vaccins. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des pays qui ont essayé de se procurer des vaccins d'autres façons et pas seulement de dépendre de COVAX. Donc, ils ont négocié des accords bilatéraux avec différents organismes et, et ils ont profité du processus d'urgence de l'OMS, mais pas seulement. Donc, ils ont fait en sorte d'obtenir des vaccins pour leur population. Parmi les défis, eh bien, il y a, il y a le fait de se fournir en vaccins, déjà pour commencer. Et puis, et on n'a pas assez insisté sur le problème de la distribution des vaccins. Et donc, il n'y a pas vraiment eu suffisamment de travail sur l'infrastructure et sur les effectifs nécessaires à la distribution et également sur la sécurité du vaccin. Et il y a il y a eu des systèmes de financement qui ont été utilisés, mais ça ne garantit pas forcément la distribution. Et donc, ce qui se passe, c'est que quelquefois, la demande n'est pas satisfaite ou quelquefois, les vaccins arrivent, mais il n'est pas possible de les distribuer tous. Et également, je pense, pour le Malawi, par exemple, eh bien,
le vaccin n'a pas pu administrer partout. Il fallait livrer le vaccin. Et ce qui manque, c'est un bon système de logistique, savoir où est la demande et s'adapter à la demande. Il est, dans la République démocratique du Congo, par exemple, ce qui était difficile, c'était les effectifs. Il n'y avait pas assez d'effectifs pour distribuer tous les vaccins qui étaient arrivés sur différents sites. Ils ont été, dès qu'on ouvre un nouveau site de vaccination, eh bien, on a des problèmes de financement et de distribution et de logistique et de transport. Je vais m'arrêter là et donner la parole à d'autres personnes. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais demander à Dorothy, quelle est la situation au Kenya et quels sont les défis là-bas pour les infirmiers et les infirmières du comté où elles travaillent. J'avais parlé à un ami ce matin qui a dû vacciner un enfant d'1 an. Et dans son centre, il y a seulement une infirmière qui vaccine tout le monde contre le Covid et puis les enfants contre d'autres maladies. Quel défi est-ce que vous rencontrez au Kenya et quelle démarche est-ce que vous recommanderiez qui ont fonctionné pour vous? Dorothée, vous ne vous êtes pas, vous n'avez pas allumé votre micro? Ah, je crois qu'on a des problèmes techniques. Allez-y, Dorothée. Merci beaucoup de me donner l'occasion de parler. Au Kenya, eh bien, nous manquons d'effectifs, si bien qu'on a une infirmière dans un lieu, dans un établissement, et elle doit faire tout le travail. Elle doit proposer tous les services. Et donc, quand il s'agit de l'immunisation, eh bien, on la distribue à la fois contre le Covid et contre d'autres maladies. Et donc, c'est difficile, mais la façon dont on déploie le vaccin contre le Covid, eh bien, ça concerne seulement le district. Et on a pas mal de centres de santé, mais l'immunisation de ce vaccin ne se fait pas dans tous les centres. Donc, oui, nous manquons de professionnels de santé, mais nous arrivons avec ce que nous avons, parce que nous avons commencé par beaucoup. Nous avons sélectionné certains établissements pour mener la vaccination. Dans le comté où je me trouve, on ne manque pas énormément de... They were not still as Africans, we still have Nous avons des doutes sur la vaccination. Par exemple, maintenant, il y a une demande de vaccins. Les gens veulent se faire vacciner. Et nous avons commencé en mars. Et en mars, il y avait des hésitations. Et maintenant, il y a une demande. Les gens veulent se faire vacciner. Et donc maintenant, nous manquons de vaccins contre le Covid. Et ce qu'on distribue n'est pas suffisant parce que avec ce vaccin, il faut se faire vacciner 2 fois, une deuxième fois en mai, en juin, mais jusqu'à maintenant, tous les établissements n'ont pas distribué de deuxième dose. Donc, il y a une pénurie de vaccins. Très bien. Et également, allô, vous m'entendez? Allez-y, Dorothy. On vous avait perdu un instant.
On ne vaccine pas les enfants d'1 an contre la Covid. Au Kenya, on a une stratégie de déploiement où on a d'abord vacciné le personnel de santé et puis ensuite les personnes avec comorbidité. Et maintenant, nous nous tournons vers la population en général. Donc, on l'a administré par phase. La première phase, c'était donc le personnel de première ligne, ensuite les gens avec comorbidité, ensuite la population. Et donc, maintenant, tous les professionnels de santé, tous les professionnels de première ligne n'ont pas accepté de se faire vacciner. Merci, Dorothy. Et également, nous manquons MJ, est-ce que vous pouvez nous aider aider Dorothy avec son problème de... Ah, voilà, Dorothy qui revient. Okay. Sarah, let me hand Sarah, maintenant, je vous passe la parole. Quels sont les défis et quelles sont les possibilités qui se sont offertes à vous? Quels défis et quelles opportunités? Je pense que Mariam et Dorothy ont soulevé des points très importants et l'un d'eux concerne surtout le financement et le développement de la confiance envers le vaccin. Myriam a parlé de l'hésitation et également du manque de confiance envers ce vaccin. Cela se voit partout dans tous les pays. Et donc, l'une des questions concernant le vaccin contre le COVID-19 et pour les nouveaux vaccins, c'est comment inciter les personnes à se faire vacciner. Et concernant le COVID-19, eh bien, lorsqu'un nouveau vaccin arrive, eh bien, on demande des choses, par exemple des réfrigérateurs, et ça, c'est difficile. Et je crois que ce que tentait de dire Dorothy, c'est qu'on a fait une distribution par phase dans la plupart des pays, mais peut-être que ce qu'il aurait fallu faire, c'était remettre en question la désinformation dans ces populations. Comment il faut s'assurer que vraiment les professionnels de santé essaient de démonter les arguments anti-vaccination. Il s'agit de parler aux gens et pour savoir comment accroître la confiance envers le vaccin pour que les personnes non seulement voudraient se faire vacciner, mais également aider au déploiement de cette immunisation. Il nous a fallu nous adapter également. Et ce qu'on a vu en Ouganda, par exemple, c'est que, étant donné qu'il y avait une grande fourniture qui arrivait, ils ne voulaient pas distribuer ces vaccins dans tous les établissements. Donc, l'Ouganda a sélectionné seulement certains sites de par le pays. 5 par district, et puis ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'il y en ait un peu plus pour être sûr que tout le monde ait accès. Et puis, également, ils ont également changé de moyen de communication puisque et donc, ils ont rendu l'accès au vaccin possible sur tous les sites. Et également, au Rwanda, il y a de très bons exemples, non seulement du fait qu'ils ont donné la priorité aux professionnels de santé, mais également, on avait reçu notre premier lot de Pfizer et donc ils ont dit on les garde dans la capitale puisque ça ne sera valable que pendant 4 semaines, mais on va les réserver aux
aux chauffeurs de poids lourds qui sont essentiels à l'économie. Ils sont également à haut risque puisqu'ils circulent. Et donc, il ne s'agit pas seulement de vacciner des personnes comme des médecins ou des personnes qui ont été à l'université. Et ça, c'était parce qu'il y avait une date d'expiration très proche. Et donc, on a choisi les personnes qui, avaient des contacts avec beaucoup de personnes. Et vous savez, par-dessus tout cela, eh bien, je crois qu'il y a un collègue d'Arabie Saoudite qui a fait référence à ceci. Il y a des tas de vaccins différents. Il y a des défis d'acceptation dans différents endroits. Comment est-ce que vous priorisez? Comment est-ce que vous organisez le déploiement des vaccins de votre région? Puisque vous avez parlé l'an dernier, Sarah, peut-être que vous pourriez répondre. Et puis ensuite, peut-être Dorothée et Mariam. Alors, quelques thèmes clés qu'on a vus dans différents pays. Tout d'abord, il faut penser à l'allocation elle-même, c'est-à-dire on peut choisir une allocation géographique. Par exemple, au Rwanda, les vaccins sont restés à Kigali puisque la date d'utilisation était très courte. Et également, on peut, s'il y a peu de gens qui viennent se faire vacciner à tel ou tel endroit, est-ce qu'on ne pourrait pas répartir les vaccins ailleurs? Et également, est-ce qu'on a la bonne chaîne du froid? Est-ce qu'on a les bonnes caisses pour les conserver? Et je pense que surtout dans la deuxième partie de cette année, je l'espère, il y aura une plus grande fourniture de ces vaccins. Et quand on en aura plus, eh bien, comment est-ce qu'on va les allouer? Parce que ce sera pas très simple, parce qu'il y aura du Johnson Johnson, du Moderna. Donc, on peut penser en termes géographiques, voir ce qui a besoin d'une chaîne du froid et peut-être centraliser les, les vaccins qui ne peuvent pas être hors froid pendant plus d'un certain temps. Également la date d'expiration. Et puis quand on parle de populations qui sont mal desservies, eh bien en général se trouvent dans des zones éloignées. Il faut réfléchir aux services de livraison là-bas. Et souvent c'est difficile. Il vaut mieux utiliser bien sûr des produits qui se conservent plus longtemps. Et pour, par exemple, Johnson Johnson, seulement une fois. Et il faut vacciner les gens. De cette façon, vous pouvez vacciner les gens aussi dans d'autres zones 2 fois sans trop mettre à l'épreuve vos infrastructures de distribution. Je crois que ce qui se passe beaucoup dans des pays, c'est quel vaccin est-ce que tu as reçu? Et c'est la question que les gens vont poser. Mais ça veut dire aussi que les gens vont préférer tel ou tel produit. Donc, assurez-vous que vous dites bien que tous les vaccins sont efficaces, ils sont tous bons. Et puis, s'il y a des questions d'éligibilité, eh bien, il faut que les personnes le sachent. Ce vaccin est recommandé pour les personnes au-delà de 50 ans, par exemple. Ça, il faut bien le communiquer aux gens. Et enfin, concernant certains vaccins pour telle ou telle population, surtout pour des populations qui reçoivent différents vaccins avec différents calendriers, si quelqu'un qui a eu un vaccin est vacciné pour la deuxième fois 3 semaines après, ça ne veut pas dire qu'on a oublié la personne qui a reçu l'AstraZeneca et qui doit attendre 12 semaines. Et il va falloir vraiment réfléchir à l'équité d'une région à l'autre. Et je suis sûre que Mariam et Dorothy auront des choses à ajouter. Merci beaucoup. Je vais demander à Mariam de répondre à la question concernant l'équité. Quelles sont
les principes d'équité que vous avez utilisés, Mariam. Je pense que quand on parle d'équité, il faut d'abord comprendre qui est notre population. En général, on utilise une certaine approche fondée sur les conseils qu'on donne d'habitude pour l'immunisation. On dit que les gens qui sont mal immunisés ou qui n'ont rien reçu comme vaccin se trouvent dans des zones isolées. Mais depuis quelques années, nous voyons qu'il y a des gens sous-immunisés, pas seulement dans ces zones, mais également dans d'autres zones, par exemple des quartiers pauvres des villes, des migrants, des gens sans papier qui ne peuvent pas profiter du système public de santé. Et donc, on ne sait pas qui sont ces personnes, où elles se trouvent, et elles ne reçoivent pas les soins du système public. Et les migrants, par exemple, ou les personnes qui vivent dans des zones dangereuses, eh bien, évidemment, ne bénéficient pas beaucoup des vaccins, même concernant l'immunisation habituelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut se demander pour changer cela, pour voir l'équité, mais également d'autres questions. Nous avons regardé notre système d'approvisionnement et cette chaîne souvent est fondée sur une structure administrative. Ça va d'une nationale au provincial, au cantonal, etc. Et dans beaucoup de pays qui travaillent avec différents partenaires comme Gavi ou l'UNICEF, eh bien, qu'ils pouvaient amincir leur système de logistique et réduire du même coup les coûts. Par exemple, au Mozambique, les fournitures vont de la province et les gens du district en reçoivent, mais ils ne les stockent pas. Ça va du province à l'établissement de santé. Autre chose qu'on peut faire dans un système d'approvisionnement habituel, c'est d'habitude un vaccinateur va dans un district, mais ça dépend beaucoup des endroits, ça dépend si la personne a se déplacé beaucoup. Et il y a des gens également qui sont prêts à payer. Et donc, à un certain mois, les gens ont l'argent pour payer le vaccin, mais pas le mois suivant. Et ça soulève des questions d'équité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est livrer le vaccin aux établissements au lieu de demander aux vaccinateurs de venir et prendre les vaccins parce qu'ils sont déjà très, très occupés. Avec le Covid, eh bien, la plupart des vaccins ont besoin d'être conservés à une certaine température. Je crois que quand on a des exigences variables concernant la chaîne du froid, eh ce n'est pas forcément un problème. Il y a d'autres vaccins qui requièrent une température très basse, comme la rougeole, comme la polio. Et les personnes connaissent les exigences de ces vaccins. Donc, on peut concevoir son système d'approvisionnement pour et utiliser cette chaîne du froid qu'on a déjà. Et il faut se demander où cette chaîne du froid est disponible et comment elle fonctionne également. Et puis, vous pouvez vous assurer que le stockage est fondé là-dessus. Et si vous pouvez gérer tout ça, eh bien, ce dont vous avez besoin, c'est un bon système de gestion adapté aux vaccins. Et il faut utiliser également les informations que vous savez concernant les vaccins. Il faut
savoir où il y a des capacités de chaîne du froid et pas seulement où se trouvent les vaccins. Et assurez-vous que vous utilisez cette chaîne du froid au maximum. Pardon? Allez-y. Il y a autre chose. Concernant les allocations au niveau national, je crois que dans beaucoup de pays, la distribution est concentrée dans certaines zones et concernant l'équité, il faut se poser la question au niveau national. Par exemple, utiliser un indice de vulnérabilité. Où est-ce qu'il faut en priorité envoyer les vaccins? Où est-ce qu'il y a la plus grosse charge de la maladie? C'est là où il faut envoyer le plus grand nombre de vaccins. Pour finir maintenant, on pourrait se demander, oui, vous avez beaucoup dit, il faut regarder, il faut examiner et il faut et voir ce qui se passe dans la plupart des régions où il y a un afflux, une arrivée de vaccins. Donc, ça mène à l'idée au problème de la planification. Comment est-ce que vous recommandez d'organiser la planification au niveau national et local? Et je voudrais demander à Dorothy d'essayer de répondre à cela. Donc, la planification, et quand on pense à la planification, la deuxième partie de la question, c'est comment est-ce qu'on fait participer nos parties prenantes et nos partenaires? En quoi est-ce qu'on a besoin d'eux, des autres acteurs? Et quel rôle devraient-ils jouer dans l'arrivée des vaccins? Dorothy, vous pourriez répondre en premier, s'il vous plaît? Merci. Avant de continuer, il y a une question concernant le vaccin contre le Covid, c'est les multidoses. Il faut faire attention à certaines choses parce que selon l'environnement, on ne sait pas si le vaccin a perdu de sa puissance ou non. Donc, pour continuer sur ce dont vous parlez, nous avons besoin de l'initiative Clinton qui nous aide. L'interprète vous présente ses excuses. Le son est très mauvais. Nous avons bien sûr des températures à respecter et donc nous avons besoin que nos parties intéressées nous soutiennent pour tout ce qui est conservation et également la viabilité du vaccin, puisque nous n'avons pas encore commencé à fabriquer nos propres vaccins. Merci beaucoup, Dorothée. Sarah, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Comment est-ce que les partenaires peuvent nous aider à planifier la distribution? Je pense que c'est une très bonne question et je mentirais si je disais que ça ne m'a pas empêché de dormir certaines nuits. D'après ce que je sais, eh bien, nous pouvons y arriver, mais il faut bien planifier, qu'on ait une bonne participation de tout le monde. Il y a une question importante, c'est comment est-ce qu'on peut se servir des campagnes précédentes pour adapter notre chaîne d'approvisionnement. Et j'ai réfléchi il faut réfléchir à ces
à ces solutions? Est-ce qu'on pourrait sauter une étape de la chaîne d'approvisionnement? Et s'il y a un gros volume qui arrive, est-ce qu'on peut le conserver assez longtemps? Est-ce qu'on a assez de place de stockage? Et concernant la participation des partenaires, eh bien, je crois que ça passe par les messages. Les messages pour les plans de préparation. Il y a des pays qui sont très transparents sur l'arrivée de l'approvisionnement. Et je dis ça parce que je sais que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de communication parce qu'on n'a pas la réponse, c'est-à-dire où les vaccins vont et combien sont arrivés, etc. Mais il y a des partenaires qui nous aident à distribuer. Et donc, grâce à eux, quelquefois, nous savons ce que nous avons besoin de savoir. Je pense, par exemple, que pour l'AstraZeneca, on a mis en question la sécurité de ce produit. Il faut s'assurer d'envoyer de bons messages de la part des autorités. Et il faut être très honnête et dire ça, on ne sait pas, et ça, on sait. La plupart du temps, tous ces vaccins sont sûrs, et concernant celui contre le Covid, eh bien, ce n'est pas que les gens hésitent, c'est qu'ils n'ont pas vraiment confiance. Donc, comment est-ce qu'on peut régler ça dans la communication à la population et surtout par les professionnels de santé qui sont en contact avec les personnes et qui reçoivent les vaccins et également sont en contact avec le reste de la population pour fournir les vaccins. Mariam? Je suis d'accord avec ce que Dorothy et Sarah ont dit et je pense qu'il y a un rôle à jouer. Je dirais encore, il faut voir où on en est du point de vue de la planification et des arrivages. Une des choses que nous proposons, nous travaillons sur des pays. Il faut voir où se trouvent les services de distribution et où la population, essayer de faire une espèce de cartographie de toutes ces informations. Voilà où se trouve la population vulnérable et voilà où devrait se trouver la distribution. Et puis, à ce moment-là, il faut avoir une capacité de stockage à cet endroit-là et donc s'occuper du transport et pouvoir mettre au point un plan avec le gouvernement. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, puisqu'on attend les vaccins. C'est pas quand les vaccins sont arrivés qu'on peut le faire. Quand le produit est là, c'est plus difficile de ressentir l'urgence et de se mobiliser. Une autre chose, c'est la planification, c'est bien, mais si on ne peut pas appliquer le plan, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'il faut, c'est un financement pour spécifiquement la fourniture de ce vaccin. Mais il n'y a pas eu suffisamment de financement pour la distribution et pour la fourniture. Mais même si on a un plan de déploiement, eh bien, il y a un coût et souvent les coûts ont été très sous-estimés. Il y a d'autres outils, notamment ceux par l'OMS. Seulement, l'OMS vous donne des estimations des coûts qui vont arriver. Et je pense que il faut également un bon système de data, de données. Et il faut le faire maintenant. Il faut, si on peut, il faut gérer les arrivées de produits et il faut mettre ce système au point maintenant et pas une fois que les vaccins sont arrivés. Il y a une question dans le chat concernant la gestion. Il faut que les vaccins, évidemment, arrivent aux personnes, mais
Mais il y a également la gestion des déchets. Il faut donc prendre en compte, mettre sur pied un plan de gestion des déchets. Et je voudrais maintenant changer de sujet et inviter le public à poser des questions à nos intervenants. Et d'abord, je voudrais donc demander à Sohini, ma co-animatrice, pour s'occuper des questions-réponses. Oui, nous avons reçu des questions très intéressantes. Je pensais que on pourrait commencer par Emmanuel. Emmanuel, si vous pouvez vous allumer votre micro et nous poser votre question, vous serez le bienvenu. Bon après-midi à tout le monde. Ces présentations de nos amis ont été très bonnes. Elles ont parlé de différents sujets, mais il y a encore deux ou trois problèmes cuisants ont été soulevés. Il y a des choses qui ont résonné pour moi dans ce qu'elles ont dit, à savoir comment atteindre les populations des zones où la sécurité n'est pas assurée. Et je voudrais poser comme question, oui, nous avons au Nigeria, il n'y a pas eu beaucoup d'activités ou de communication envers la population. Et nous avons eu notre dernier expert qui est intervenu. Il y a encore beaucoup d'hésitation. Nous avons l'AstraZeneca. Les personnes doivent maintenant recevoir la deuxième dose de la première phase. Mais il faut entamer la deuxième phase maintenant. Donc, quel conseil pourriez-vous nous donner concernant la deuxième dose? Et je pense qu'on n'a pas été on n'est pas bien préparé pour les zones où la sécurité n'est pas assurée. Nous avons un plan pour la polio et nous voulons connaître vos conseils concernant les phases à venir et comment procéder au déploiement du vaccin pour ces autres phases. Merci. Je crois que c'était la question d'Emmanuel. Donc, je me demandais si quelqu'un voulait y répondre. Je peux essayer d'y répondre. La date d'expiration du vaccin est difficile, évidemment. Et dans les pays maintenant demandent aux fournisseurs de leur dire quand les vaccins arrivent. Quelquefois, les vaccins arrivent et les autorités ne savent pas qu'elles sont arrivées, donc rien n'est prévu encore pour les stocker. Au Mozambique, par exemple, ils ont eu leur premier vaccin et beaucoup de personnes se trouvaient dans les provinces pour être sûr que la distribution se produise bien. Et quand il y a eu quand le deuxième lot est arrivé, personne ne savait qu'il arrivait. Il y a des pays qui se sont bien adaptés à tous ces problèmes. Si vous recevez des vaccins,
et que vous n'en avez pas beaucoup, eh bien, vous pouvez peut-être vacciner le tout venant, en quelque sorte. Quelquefois, il n'y a pas assez de demandes, il faut poser des questions, il faut informer les gens sur la sécurité des vaccins pour stimuler la demande. Mais la question demeure comment mobiliser nos ressources très très vite lorsque les vaccins arrivent pour le faire parvenir aux gens qui en ont besoin. Pour les zones où la sécurité n'est pas assurée, c'est un défi pour ce vaccin-là et pour les autres aussi. C'est difficile d'avoir des réponses générales là-dessus. Et parce qu'il faut comprendre quels sont les défis quelle est vraiment la situation dans cette zone. Et dans ces zones-là, je pense que quelquefois, vous allez devoir négocier des jours de tranquillité avec des milices et autres personnes qui mettent en danger la sécurité. Tout ça pour être sûr que vos vaccinateurs soient en sécurité. Les programmes comme la polio, etc., font cela. Et à nouveau, assurez-vous que que vous ayez la chaîne du froid en place également pour le faire. Il faut que vous ayez en place également un système de données. Et concernant les zones où la sécurité n'est pas assurée, eh bien, il faut qu'il y ait des liens entre la communauté et les vaccins. Souvent, les gens doivent aller dans des établissements de santé pour se faire vacciner, quelquefois sur de longues distances. Et ce qui est clé, je pense, c'est que les c'est que les professionnels de santé vaccinent les personnes qui se trouvent autour d'elles, là où ils habitent. Il y a des pays où les agents de santé, je parle des agents de santé, ils ne vaccinent pas, mais il faut qu'ils puissent vacciner, puisque souvent il y a une confiance entre la population locale et ces agents de santé. Merci beaucoup, Mariam. Je voudrais lire une autre question de Wenchen. Il dit que, pour rebondir sur ce que Sarah a dit concernant l'allocation des différents vaccins, je crois que ce serait bien de comprendre la déontologie. Quels doivent être les critères qui dominent, par exemple, pour Pfizer en Ouganda? Je pense que là, il s'agit de décisions difficiles et je pense que chaque pays doit se baser surtout sur leur contexte. Je pense que Myriam a soulevé quelque chose de bien, c'est-à-dire par exemple les indices de vulnérabilité. Il y a également d'autres facteurs comme la densité de population, les comorbidités et surtout quand on a des conseils mis à jour, puisqu'on sait que que les vaccins sont un peu plus thermiquement stables lorsqu'ils ne sont plus réfrigérés plus longtemps que l'on ne pensait. Et il faut voir également le nombre de tests en Ouganda. Il y a une vague forte actuellement et nous savons qu'il y a un épicentre à Kampala, mais nous ne savons pas ce qui se passe en dehors de cette ville à cause de la saturation des tests en dehors de la capitale. Et il y a également des problèmes de distribution des tests eux-mêmes. Nous savons qu'il faut également prendre des décisions fondées sur la charge de la maladie. Et je pense qu'il faut également envisager le problème de la chaîne d'approvisionnement pour que chaque vaccin soit efficace et arrive à la population à temps. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Pourquoi est-ce que la date d'expiration est si proche pour ce vaccin, surtout pour l'AstraZeneca?
qui est utilisé au Nigeria. Et cette question vient de Mounir. Est-ce que vous aimeriez répondre à cette question, les unes ou les autres? Je me pose cette question, en fait. Et j'ai des hypothèses. Et c'est tout. La raison principale à voir avec la date depuis laquelle le vaccin est disponible. Et je pense que ce qu'on va trouver, c'est que nous avons confiance seulement sur 3 mois. C'est tout ce qu'on a pu tester, puisque ça se fonde sur le temps de disponibilité jusqu'à maintenant de ce vaccin. On ne sait pas si on peut étendre la stabilité, et je pense que dans les années qui viennent, ces vaccins seront plus durables en quelque sorte. En général, c'est à peu près 3 ans. Au minimum, c'est 18 mois. Je serais surprise que ces vaccins n'aient pas finalement des dates d'expiration plus lointaines. Nous nous sommes rendus compte que ces vaccins durent plus longtemps que prévu en dehors de la chaîne de congélation. Et on s'assure de l'efficacité des vaccins lorsqu'ils quittent nos usines. Il y a autre chose que je voudrais ajouter, c'est que l'idée, c'était que le vaccin devait être disponible et qu'il aurait été mis au point. Et à mon avis, c'est que les vaccins ont été produits, mais il a fallu tous les processus de vente, de négociation, de fourniture. Et donc, on a perdu une partie du temps pendant lequel les vaccins étaient efficaces. Ils étaient encore loin de leur date d'expiration. Et donc, quand les vaccins sont arrivés dans les pays de destination, ils n'étaient plus valables que pour quelques semaines, 2 ou 3 semaines, certains. Excusez-moi. La raison pour laquelle on a une date si proche, c'est qu'il n'y a pas de conservateur dedans. Évidemment, s'il n'y a pas de conservateur, le médicament ne peut pas durer plus longtemps. Donc, un conservateur rend le vaccin plus durable. Et il n'y en a pas dans le vaccin contre le Covid-19. C'est pour ça qu'il expire si vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les participantes à la table ronde. Je crois qu'on a déjà parlé de cette question, mais tout le monde semble intéressé à savoir plus de choses. Robert, est-ce que vous pourriez parler de la gestion des déchets que vous aviez mentionné dans le chat? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Comme les logisticiens et les experts de la chaîne d'approvisionnement disaient, je pense que ce serait mieux que vous réfléchissiez à la gestion des déchets. On ne veut pas ajouter les infections par le VIH ou l'hépatite, etc. Si les seringues ne sont pas récoltées et jetées correctement, j'ai fait des calculs il y a quelques années. Même si la moitié de la population du monde était immunisée seulement avec une piqûre, eh bien, le nombre de seringues, les seringues utilisées feraient 20 fois le tour de la Terre.
Donc, c'est vraiment un défi pour les décisionnaires dans les pays. Donc, combien de fois est-ce que les seringues iraient de Kampala à Nairobi? Parce qu'on parle vraiment de centaines de milliers de personnes. Et donc, ce n'est pas un problème distant. Il faut décider, il faut planifier la collecte et l'élimination de ces seringues. Je suis d'accord, Robert. Je sais qu'au Pakistan, il y a quelques années, il y a eu une épidémie de VIH et nous, on n'était pas sûr de la raison. Mais c'était beaucoup des enfants qui étaient touchés. Et nous avons pensé que c'était lié à les campagnes d'immunisation. On arriverait à utiliser des seringues. Et il y a eu beaucoup de cas. Et je suis d'accord avec vous, je pense que le problème est réel et que dans une situation d'urgence comme la nôtre, eh bien, le problème, c'est quelles sont les priorités des gouvernements et des pays. Et je pense qu'il faut vraiment effectivement s'occuper des déchets. Et je vais certainement en parler. Oui, je pense que c'est un très bon point. Et je sais que beaucoup de mes collègues probablement écoutent. Et ils ont soulevé cette question bien des fois. Il y a quelque chose dont on ne s'est pas encore occupé. Mais je pense qu'il faut voir quelles sont les données, il faut voir quels sont les déchets. Et il faut être sûr que le TOPV sorte de la chaîne d'approvisionnement. Et il ne faut pas que les seringues et les aiguilles se retrouvent par terre dans la rue. Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos réflexions. Il y a Islamia qui a levé la main. Islamia, est-ce que vous pourriez vous allumer votre micro, Ismaïla, pardon. Ça va, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Je m'appelle Ismaïla et pas Islamia. Moi, je veux demander concernant l'équité, surtout concernant certaines régions. Ce vaccin, contrairement au vaccin contre la polio, qu'on administre dans les zones rurales, eh bien, il faut être formé à l'administration du vaccin contre le Covid. Nos trois panélistes ont parlé de différentes choses et je déduis que je pensais qu'il fallait que je fasse un commentaire là-dessus. Concernant l'équité et ces questions-là, on se rend compte que la distribution se fait surtout dans les zones urbaines. Ce sont surtout les grands établissements. Et les établissements qui n'ont pas certains équipements ne distribuent pas le vaccin. Mais si on regarde l'immunisation, eh bien, il faut qu'il y ait des services de distribution qui bougent, qui se déplacent. Et ce vaccin qui a besoin de un certain type de conservation, est-ce que lorsque
lorsqu'un vaccinateur va sur le terrain, est-ce qu'il pourrait distribuer ce vaccin-là en même temps que d'autres vaccins? Et également, la plupart des travailleurs de la santé ont beaucoup trop de travail. C'est le cas au Kenya, par exemple. Comment est-ce que on peut s'assurer d'une équité géographique pour être sûr que tout le monde soit vacciné dans toutes les zones? Maintenant, concernant le genre, est-ce que nous donne nos datas concernant le genre et le Covid? Il faut voir comment on tient compte de ces questions-là dans le déploiement du vaccin contre le Covid. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ismaila. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Est-ce que Sarah et Mariam ou Dorothy voudraient répondre? Oui. Ce sont des remarques très intéressantes et je crois que beaucoup de gens essaient de résoudre ces problèmes. Il est vrai que la majorité des vaccinations que je connais se font dans les capitales et dans les plus grandes villes et que ceci est lié aux chaînes d'approvisionnement, aux chaînes du froid, la disponibilité du vaccin, mais il y a et également dans des zones qu'on connaît à cause des tests qui ont été faits. Or, les données concernant ces tests ont des problèmes de saturation. Et ces zones, bien sûr, présentent de plus grands risques à cause de la densité de la population. Me concernant, je pense qu'on peut utiliser nos expériences passées dans les campagnes contre la fièvre jaune ou la rubéole, etc. Nous avons essayé d'utiliser les leçons qu'on a apprises, là, comme il y a eu là, quand il y a eu en République démocratique du Congo la fièvre jaune. Et on a vacciné 8 millions de personnes en 10 jours. Et ça voulait dire reformer les personnes, puisque les personnes utilisaient seulement une partie des doses et non pas des doses complètes. Donc, on s'est demandé ce qu'on pouvait apprendre du passé et utiliser dans à l'avenir, en gardant en présent à l'esprit que c'est la première fois que tous les pays ont affaire à ce vaccin-là. Et donc, il faut voir comment il faut s'adapter et les contextes, selon les contextes nationaux et régionaux. Et je pense que ce que monsieur a dit se tient tout à fait. Il faut se demander comment assurer une meilleure distribution plus équitable dans toutes les zones. Mariam a dit qu'on pense plus aux zones mal desservies. Quelquefois, c'est dans les zones isolées, mais pas seulement. Ça peut être dans les zones urbaines, comme disait Mariam. Et c'est certaines. Et il y a des populations qui sont par exemple par le système public de santé, tout simplement parce que les coûts de transport sont trop élevés. Donc, il faut utiliser nos expériences passées. Et concernant la répartition des genres, je ne peux pas répondre. Mon commentaire porterait sur la mobilisation des ressources. La raison pour laquelle on s'est concentré sur les zones urbaines, eh bien, c'est la densité de population. Il y a deux façons de régler ça. Tout d'abord, si on améliore le problème, si on améliore la distribution, on peut également mieux se mobiliser
et obtenir des financements de partenaires internationaux. Ce que je pourrais ajouter concernant la stratégie, c'est avoir les pays qui ont beaucoup de services privés de fourniture. Qu'est-ce qui se passe en dehors du système public et les établissements qui existent déjà. Et dans beaucoup de pays africains, il y a un système privé. Et donc, je pense que si on ne passe que par le système public, eh bien, on n'ira pas très loin. Je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut utiliser le système privé également. Merci Sarah, merci Mariam. Merci à tout le monde qui a posé des questions dans le chat. Et je voudrais passer maintenant la parole à Nko pour clôturer la session. Merci beaucoup, Sohini. Tout cela était très intéressant. Toutes ces questions, tous ces commentaires. Je voudrais remercier Mariam, Sarah et également Dorothy, les intervenants de la table ronde, doivent nous avoir consacré leur temps et également de nous avoir fait part de leurs connaissances et de leurs expériences. Et je voudrais également remercier les différentes populations locales qui vont partager certaines ressources. Puisque l'équipe Boost vous a préparé ce qui apparaît sur l'écran. Vous voyez en français, vous avez cette boîte à outils d'introduction du vaccin contre le Covid-19. Vous avez la version française. Vous avez le site où vous pouvez la trouver. Je voudrais également prendre la parole un petit peu avant je voudrais également remercier les membres de la table ronde de ce qu'elles nous ont dit. Et malgré les énormes défis dont nous avons parlé, eh bien, je voudrais dire quelque chose dont Myriam a parlé. C'était ce qui a été important, c'est l'adaptabilité des professionnels de santé. Et j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous écoutent, de tous les efforts qu'ils ont faits. Nous apprécions tout ce que vous avez fait. Donc, merci de vous être rejoints aujourd'hui. Et on va maintenant vous parler de la session prochaine. Vous pourrez également réécouter cette session sur YouTube et il y aura également d'autres choses disponibles dans le mois qui vient. Donc, je voudrais passer la parole à Elisabeth Colway qui va vous donner des informations supplémentaires. Merci, Jan. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez vous joindre à l'IAIMM. C'est un réseau qui vous permet de construire un monde où les professionnels de l'immunisation peuvent développer leur carrière et également participer à une meilleure santé dans le monde. Donc, pour continuer la conversation d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Boost Telegram Channel. Vous avez les liens. Et il y a autre chose dont je veux parler. C'est notre sondage post-session en haut à droite. Nous voulons avoir des retours de votre part et également les leçons que vous avez pu tirer du déploiement de la vaccination contre le Covid. Et là-dessus, je voudrais vous remercier à nouveau, remercier nos intervenants, nos intervenantes et également nos animateurs. Et nous nous verrons bientôt